Les médias indépendants féministes ont intérêt en tout cas à consolider leur indépendance, à la fois éditoriale mais aussi financière et même les plateformes de financement participatif qui ont aidé plein de médias à se lancer. Il y a pas mal de médias aujourd'hui qui font régulièrement des campagnes à chaque sortie de hors-série, etc. C'est très très bien, mais ça a aussi des limites, c'est qu'on est obligé toujours d'avoir une aide extérieure et moi je pense que c'est très très important que les médias valorisent la relation avec leur communauté de lectrices, et en étant totalement autonome. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Lucie Geffroy, la co-rédactrice en chef et cofondatrice de La Déferlante, une revue féministe. Lucie, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors voilà, la Déferlante, une revue féministe, c'est comme ça que tu le présentes globalement. Pour ceux qui ne connaissent pas, si tu devais pitcher en quelques mots ce qu'est La Déferlante. On peut préciser que c'est une revue féministe, effectivement, qui est trimestrielle, mais c'est aussi une newsletter et c'est aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous, on se présente comme un bimédia. Un bimédia. Trimédia, on pourrait dire. Mais effectivement, on est une revue qui s'est définie dès le début comme étant féministe et très très en pointe sur les questions de genre, les questions LGBT, et on pourra on va revenir un peu dessus, plus tard. Exactement. Juste donc toi, pour te situer, tu as une formation journaliste. Tu es une journaliste passée par les rédactions de Courrier International et du Monde avant donc de cofonder La Déferlante. Qu'est-ce que ça change d'être j'allais dire enfin, c'est pas une fin en soi, mais d'être aux manettes de son propre média et d'inverser les rôles. J'imagine que c'était le grand changement. Ça change tout. Ça change tout. C'est se retrouver à la barre d'un bateau, en fait, pour filer la métaphore de La Déferlante. C'est une immense liberté. C'est l'opportunité vraiment d'avoir une très grande marge de manœuvre créative. Donc ça, c'est formidable, c'est magnifique, c'est vraiment... moi, ça m'enthousiasme énormément. C'est aussi une immense responsabilité. Ça veut dire qu'on se retrouve en position d'organiser une œuvre collective, parce qu'un média, c'est toujours une œuvre collective, en essayant d'être en adéquation avec ses propres idées, ses propres valeurs. Donc ça demande effectivement ça procure beaucoup de questionnements. Donc, mais c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et après, il y avait vraiment aussi cette envie chez moi et qui est partagée aussi avec mes associés, qui sont les trois autres cofondatrices de La Déferlante. Je vais les citer maintenant, comme ça sera fait. Donc Marie Barbier, Emmanuelle Josse et Marion Pilas. Et bien de pouvoir mettre en avant, mettre en valeur des points de vue pour lesquels, des voix et des points de vue qui nous paraissent importants et qu'on avait peut-être moins l'occasion de faire dans nos métiers de journalistes précédemment. Ouais, ça c'est sûr que le spectre est un peu élargi en termes de responsabilité. On fait la petite carte d'identité de La Déferlante. C'est toujours intéressant de voir un peu, parce qu'on en a beaucoup entendu parler, mais vraiment de bien comprendre quand et comment c'est né ce projet de revue ? Alors, la question du quand est née La Déferlante, c'est intéressant parce que quand est-ce qu'on date la naissance d'un média ? Ça peut être plein de choses. Ça peut être le jour où on dépose les statuts. Ça peut être le jour où on sort le premier numéro de la revue. Moi, j'ai un peu toujours du mal à répondre à cette question. Ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, peut-être que le premier jour où La Déferlante est née, c'est quand on a lancé notre première newsletter. Ça a été vraiment ça, le premier acte, disons, de sortie du bois. Et c'était quand même il y a un petit moment parce que c'était 1 an avant la sortie du premier numéro. Donc le premier numéro de la revue trimestrielle est sorti en mars 2021. La newsletter, c'était en décembre 2020.
où on annonçait, on se jette à l'eau, c'était le titre de la première newsletter, où on annonçait qu'on allait lancer un média. Donc, on n'avait plus le choix d'une certaine manière. Donc, pour moi, ça, je dirais que c'est à peu près à ce moment-là qu'on peut dater la naissance de la déferlante. Après, le pourquoi et le comment, c'est intéressant aussi, parce que en fait, on est parti d'un constat, finalement, qui était commun avec les 3 autres cofondatrices. C'est qu'en fait... cette année, on fête les 5 ans de MeToo. En 2018, c'est à peu près au moment où on a commencé à réfléchir à ce projet-là. C'était 2 ans après MeToo. On s'inscrivait dans un sillage. On s'inscrivait dans, en tout cas, quelque chose qui était fondamental en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que journaliste aussi. C'est ce mouvement qui est un mouvement social, mais aussi médiatique, massif. Plus rien ne sera pareil dorénavant, c'est-à-dire la mise en avant, la mise en lumière des questions des violences sexistes et sexuelles devient tout à coup une discussion planétaire. Donc on peut plus faire comme avant d'une certaine manière. Donc ça a été massif. Et puis ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'opinion publique, dans les médias, dans les institutions, il y a des nouveaux débats fondamentaux qui émergent et dont il faut s'emparer. Parallèlement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu aussi une effervescence, donc je dirais éditoriale. Enfin, c'était incroyable de constater que, par exemple, un livre comme Sorcière de Mona Chollet, sorti en 2019, vendait 200 000 exemplaires, devenait un best-seller, qu'il y avait des podcasts qui émergeaient, les podcasts de La Poudre, par exemple, de Lorraine Bastide, les Couilles sur la table de Victoire Tuaillon, qui réunissaient des millions d'auditrices et d'auditeurs. On faisait ce constat qu'il y avait vraiment une effervescence, un bouillonnement, on était face à un basculement, mais on entrait dans une librairie et il n'y avait pas de revue dédiée à ces questions-là, aux questions féministes, aux questions de genre. Et donc, nous, face à ce constat, on s'est dit, c'est important, il faut qu'une revue existe, qui prenne vraiment ces questions-là, qui le mette au cœur de son projet éditorial, qui permette de documenter aussi ce qu'on était en train de vivre, de s'emparer aussi vraiment de cette effervescence-là, et de le proposer en fait d'une certaine manière, aussi avec une forme d'humilité, mais au paysage éditorial, se dire récemment qu'en France, il faut le faire. Donc voilà, c'est parti de ce constat-là. Et après, le comment, pour nous, ce qui a été fondamental, ça a été la campagne de financement participatif. On est un média indépendant. On n'avait pas de capital, on n'avait pas de fonds, on n'avait pas de... on ne voulait pas s'affilier à un grand groupe, disons, même si à un moment donné on a pu y penser, mais on s'est dit finalement on veut faire un média féministe, allons au bout de la logique, on est 4 meufs, c'est à nous de le faire ce média, c'est à nous de le créer. N'allons pas chercher ailleurs et montrons l'exemple qu'on peut faire. Oui, il y avait quand même une sorte d'aventure entrepreneuriale aussi qui se présentait à nous. Allons-y, faisons-le. Une forme d'empowerment qui était aussi en adéquation avec le projet. Ouais, très clair. Et donc aujourd'hui, c'était, tu dis, la première revue mars 2021. Donc on est un peu plus d'1 an et demi après. Combien d'abonnés vous avez ? Vous êtes sur un modèle d'abonnement ? Ouais, tout à fait. Alors, pour rappeler le modèle économique. Le modèle économique, il est basé quand même sur deux pieds, quoi. On marche sur 2 pieds. On a à la fois l'abonnement, la vente directe de nos numéros via notre site et les sorties en librairie, parce que la revue La Déferlante est diffusée dans plus de 1000 librairies en France. Je dirais que, si vous voulez, 2/3 de notre chiffre d'affaires se fait via les abonnements et 1/3 sur la librairie. Vente en librairie. Ouais, on est vraiment sur ces 2 modèles-là. C'est quelque chose qui était très important aussi pour nous, la diffusion en librairie, parce qu'elle assure une diffusion sur tout le territoire, dans plein de villes, de sous-préfectures. Ça permet aussi de diffuser, la revue un peu partout. Et puis, la vente directe, c'est ce qui nous assure une indépendance aussi financière. Et donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, on est à bientôt 8000 abonnés. D'accord. Ce qui est pas mal quand même, en 1 an et demi, c'est énorme. C'est super. Il faut qu'on aille encore plus loin, mais on va en parler justement de voir comment vous pouvez faire tout ça. Je continue. Et juste, vous êtes posé la question de savoir distribution kiosque ou librairie. Est-ce que c'est la périodicité, le fait que ce soit un trimestriel, ou la pagination, ou qu'est-ce qui a... vous avez arbitré ce choix. C'est vrai que les trimestriels sont peut-être moins présents en kiosque. Après, la question de la vente en kiosque, elle pose plein de questions en termes
termes de logistique, sur les prestataires, sur les retours. C'est assez fragile aussi. Enfin, c'est un secteur qui a connu beaucoup de perturbations. Et nous, quand on s'est lancé, on était en plein dans la crise de Prestalis. Donc, il n'était pas question pour nous d'envisager ça parce que c'était trop périlleux. Donc, pour l'instant, non. C'est vraiment la librairie. Et on a vraiment aussi trouvé notre public en librairie, notre lectorat. En moyenne, là, on est à 6000 numéros vendus par trimestre. Enfin, chaque numéro se vend environ à 6000 exemplaires en librairie. Donc, c'est intéressant aussi de constater qu'on a trouvé... votre public et qui a l'habitude de venir, quoi. Tout à fait. Top. Les principaux canaux d'acquisition, d'abonnement, aujourd'hui? Pour nous, c'est essentiellement notre newsletter. À travers notre newsletter... Combien d'inscrits à la newsletter? Plus de 25 000 abonnés à la newsletter. Oui, donc tu as un beau vivier là d'acquisition d'abonnés. Exactement. Donc, c'est une newsletter qui a deux vocations. C'est-à-dire, à la fois, c'est vraiment un objet éditorial, c'est-à-dire qu'on le pense comme une offre qui permet d'être complémentaire avec la revue. La revue, c'est tous les trimestres, c'est long. Notre newsletter, on l'envoie un vendredi sur 2, tous les 15 jours. On est beaucoup plus en phase avec l'actualité. Ce sont des formats plus courts, évidemment. On s'adapte aussi aux usages de la lecture sur son téléphone ou sur son ordinateur. Mais on est quand même sur une ligne qui reste celle de la déferlante, de croiser les regards, d'avoir aussi une approche qui peut croiser les regards journalistiques, universitaires. Et donc, ça nous permet aussi de mettre en avant les articles qu'on publie dans la déferlante. Donc, c'est vrai que ça c'est hyper important pour nous. Ensuite, il y a les réseaux sociaux. On est très présente aussi sur les réseaux sociaux. On est à 37 000 followers sur Instagram. Donc ça, c'est un canal. Et puis après, je dirais qu'il y a aussi les événements physiques. En librairie notamment, vous êtes... D'ailleurs, tu étais encore hier exactement. À faire un événement en librairie. Ouais. Vous avez bien creusé sillon là sur les librairies, c'est quand même intéressant. Oui, donc là, forcément, c'est des gens qui, de manière assez opportuniste, passent, vous voient, vous écoutent, trouvent ça cool, achètent la revue et puis s'abonnent. Et c'est pas que les librairies, en fait, on fait pas mal d'événements aussi, et de plus en plus, et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait développer. Des festivals, on organise aussi des événements physiques. On a organisé le mois dernier à la Maison de la Poésie un débat sur ce que MeToo a fait la littérature avec des écrivaines qui étaient proches de la revue ou qu'on avait pu interviewer dans la revue. Ça a permis de ramener du monde et puis de faire connaître la revue. On va organiser là une masterclass au musée Carnavalet le mois prochain. Sur quoi la masterclass ? Ça va être comment créer un média féministe, à quoi ça sert de créer un média féministe, parce que c'est dans le cadre de toute une exposition sur les femmes citoyennes. Tout ça, c'est aussi des événements qui nous permettent d'aller à la rencontre d'une nouvelle audience, d'un nouveau lectorat, parce qu'en fait, on se rend compte que la difficulté avec les réseaux sociaux, le risque, c'est de rester un peu en vase clos. Exactement. Et quand on va dans des événements physiques, déjà, nous, on en retire énormément de choses. On a des retours, on est en contact direct avec nos lectrices, et puis on fait connaître la revue à des gens qui la connaissent pas et qui sont pourtant sensibles au sujet. Exactement. Et d'ailleurs, tu parles de lectrices. Qui sont-elles? Alors, tu dis lectrices parce que j'imagine spontanément c'est une immense majorité de femmes, mais peut-être pas que d'ailleurs. C'est quoi le profil, s'il y en a qu'un ou il y en a peut-être plusieurs, c'est quoi le ou les profils types de vos lectrices? Alors, on a effectivement une majorité de femmes, je le sais parce qu'on a fait une étude lectrice assez importante. On a envoyé tout un questionnaire via notre base effectivement d'abonnés à la newsletter et les réseaux sociaux. Il y a plus de 2500 personnes qui ont répondu positivement, ce qui était déjà aussi un beau succès, un signe vraiment de quelque chose qui est très prégnant, d'engagement. Moi, je pense que ce qui définit notre lectorat, c'est que c'est un lectorat jeune et très engagé, extrêmement engagé, qui a un attachement en fait à la revue qui est très très fort. Ce questionnaire dont je parle, ça demandait presque 20 minutes pour le remplir. Dingue, donc on a eu beaucoup de réponses, donc on sait qu'on a 90% des lectrices, effectivement des femmes, et on a un lectorat qui est jeune, qui est très jeune. C'est quoi ? Tu pourrais mettre une tranche d'âge derrière ? Ouais, plus de 40% de nos lectrices ont moins de 35 ans. D'accord.
Donc ça, ça a été une surprise pour nous. On ne s'attendait pas à ça. Là. Alors il y a aussi peut-être le biais quand même d'être passé par la newsletter. Je pense que notre lectorat, par exemple, en librairie, qui nous achète en librairie, est peut-être plus âgé. Là-dessus, on n'a pas d'éléments. Mais voilà, et puis ce sont des lectrices qui habitent pour la plupart dans des centres urbains. Voilà, grosso modo, il y en a une majorité qui n'ont pas d'enfants, il y a beaucoup d'étudiantes, voilà, grosso modo le profil. Ok, le profil type un peu de votre persona. Ce qui me fait une belle transition sur l'axe éditorial, parce que donc une revue féministe, ça veut dire plein de choses, évidemment, et on a vu, tu as cité certains autres projets de médias. Dans ce paysage médiatique féministe, c'est quoi la singularité de l'offre de La Déferlante ? Moi, je dirais que ce qu'on apporte vraiment avec La Déferlante, c'est la multiplicité des approches. C'est-à-dire, j'en ai parlé tout à l'heure, on a à la fois une exigence journalistique très forte qui est complétée avec une expertise universitaire, une expertise académique, militante, ouais, exactement. Et on croise vraiment... Et militante. Et on croise ces regards-là. On a aussi... je pense que c'est une force de La Déferlante, aussi une multiplicité de formats. C'est-à-dire qu'on a à la fois de l'enquête, on a des chroniques, on a de la bande dessinée, on donne une place très importante aussi à l'illustration. Et j'en parle parce qu'en fait, c'était très important pour nous, en tout cas sur la revue, de faire un objet qui soit aussi un bel objet, qui soit... c'est-à-dire qu'on s'inscrit, on est un média, mais il y a vraiment cet aspect-là aussi d'une revue qu'on garde, qu'on peut réutiliser. Il y a énormément de ressources et on avait vraiment envie de faire une revue vraiment de qualité, quoi, qui prenne au sérieux ce qui est en train de se passer et de pouvoir donner plein d'axes de lecture. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, c'est vrai qu'on l'a dit, on est aussi dans une approche très engagée. Il y a justement la notion en fait de l'intersectionnalité. Tout à fait. On défend un féminisme intersectionnel. Donc c'est un féminisme qu'on oppose souvent au féminisme plus universaliste, qui serait plus incarné, disons, par des femmes bourgeoises, blanches. Nous, ce qu'on porte aussi, c'est qu'en fait, dans les discriminations qui peuvent s'exercer sur les femmes, il y a un croisement des dominations qui sont des dominations de race, qui sont aussi des dominations de classe, et pas seulement de genre. Et on essaye de mettre ça vraiment en avant dans la revue. Et donc, c'est vrai que ça aussi, ça marque effectivement une spécificité de la Déferlante. Ouais, c'est un côté un peu, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais un peu vraiment pur, en tout cas, du féminisme, quoi. Vous traitez de tous les sujets, et voilà, c'est pas uniquement, comme tu l'as dit. Alors, je sais pas si c'est un cliché, cette bourgeoise blanche, etc., sur le féminisme, mais en tout cas, voilà, vous, c'est de base dans votre ADN, c'est ce côté où on va traiter tous les sujets, quoi. Exactement. Très clair. Et je trouvais que c'était important, voilà, parce que de l'extérieur, et je suis vraiment pas un expert, donc c'est vraiment un peu en me renseignant, cette singularité quand même qui compte dans le milieu féministe et qui vous distingue un peu aussi des autres médias que tu as pu citer, etc., dans tout ce paysage. Tu l'as un peu dit, même beaucoup dit, et je pense parce que c'est important. La Déferlante, c'est aussi un collectif. Donc déjà, les cofondatrices, mais après, c'est vraiment un collectif. Et donc, chaque édition du trimestriel, c'est structuré autour d'un thème. Comment vous choisissez ces thèmes et quel est le poids du collectif là-dedans ? Tu peux un peu nous raconter cette organisation ? Absolument. Donc on avait dans cette volonté de mettre en avant aussi des concepts plus théoriques, le concept de genre. On s'était dit comment s'emparer de ce concept-là qui est assez universitaire finalement. Et le fait de prendre un thème qui est souvent un verbe à l'infinitif. Donc le dernier numéro qui vient de sortir, c'est sur un fait social assez massif qui est le jeu, le fait de jouer. Le premier numéro, c'était naître, on a eu manger, on a eu s'aimer, on a eu rire, on a eu parler. C'est cette idée que quel que soit le fait social ou de la vie quotidienne plus basique qu'on prend, on peut l'analyser, comme on dit nous, en mettant les lunettes du genre, ou en tout cas à l'analyser avec un prisme. Exactement, dans un prisme féministe, et vraiment avec cette question-là, des questions de genre. Donc pour nous, c'était vraiment, pour le coup, un choix vraiment éditorial très important dès le début de faire ce dossier sur un thème comme ça très large.
comment on choisit les thèmes. Il y en a certains qui s'imposent. Par exemple, naître, pour le premier numéro, on trouvait ça vraiment intéressant de partir là-dessus, parce qu'à la fois, c'est un la naissance du clin média, d'œil. la naissance du collectif. Exactement. Et la question aussi de la naissance sur la femme. Exactement. Et que on pourrait croire que finalement, il n'y a rien de plus naturel et biologique qu'une naissance. Et en réalité, notre dossier le montre. En fait, c'est un acte éminemment social et politique sur lequel, en fait, d'emblée, et même avant même la naissance, il y a des stéréotypes de genre qui s'exercent. Donc, c'est hyper intéressant aussi pour ça. On en discute, en fait, effectivement, on a un comité éditorial donc, qui est composé, comme je disais tout à l'heure, de journalistes, d'historiennes, sociologues, il y a des militantes, et on évoque en fait des thèmes qu'on a envie de traiter. Quand je dis nous, c'est les rédactrices en chef, on teste certaines idées. Il y a certaines personnes qui disent tiens, là, ce serait intéressant de parler de tel sujet. On voit aussi, on est très en alerte par rapport à des sujets aussi qui peuvent émerger. Je pense que par exemple, le précédent numéro qui est sorti en septembre dernier, c'était Réinventer la famille. Celui-là, on l'a fait aussi parce que justement, il y avait beaucoup de travaux qui émergeaient, à la fois des travaux académiques sur les nouvelles formes d'organisation familiale, et puis aussi des journalistes, des pigistes qui nous proposent des sujets. Et puis, on se rend compte qu'il y a un sujet, deux sujets, trois sujets sur ce thème-là de la famille. Et donc, ça fait quasiment déjà un dossier. Et donc, on décide de faire un dossier. Et vous trouvez toujours un consensus? C'est toi, ta co-rédactrice en chef, qui avait le final cut Alors, Parce que quand on est nombreux comme ça, j'imagine que ça doit être animé, les débats. Ouais, tout à fait. On y tient beaucoup à ces débats, à cette richesse, à ces discussions. On aime aussi être poussé dans nos retranchements. C'est très important pour nous aussi. C'est-à-dire que la vie, les discussions avec le comité éditorial, pour nous, il est très très précieux parce qu'il nous assure aussi de pouvoir mettre en lumière des angles morts, des choses qu'on n'a pas repérées, des choses qu'on n'a pas vues, des approches aussi. Je pense par exemple à l'apport il y a une historienne, Bibia Pavard, dans le comité éditorial. C'est passionnant quand elle peut mettre en évidence aussi certains sujets, montrer, historiciser d'une certaine manière certains faits, certains débats. Et puis ensuite, on en discute après entre nous. C'est nous qui effectivement commandons les sujets, qui définissons vraiment le sommaire et le chemin de fer, mais c'est issu de grandes discussions. Donc oui, on arrive. Il n'y a pas forcément l'idée d'arriver à un consensus, mais en tout cas d'être très à l'écoute des suggestions qu'on nous fait. Bon, ça c'est bien, ce côté collectif tout le temps. Et d'ailleurs, tu voulais faire cet épisode à plusieurs pour montrer le côté collectif, mais est-ce que justement tu veux, ou au contraire tu veux pas incarner la déferlante, parce qu'on sent quand même très présent cette notion de collectif. Pour toi, t'as du mal à l'incarner ou pas spécialement? Non, pas spécialement. Je pense que, en tout cas, avec mes trois autres associés, les quatre cofondatrices, chacune, on l'incarne différemment. On a cette chance aussi, d'une certaine manière, de pouvoir... ça multiplie la possibilité d'aller dans les médias, par exemple. Prise de parole. Absolument. Exactement. Il y a aussi une spécificité de l'organisation de la Déferlante, c'est que c'est une rédaction qui est... finalement assez décentralisée. On a nos bureaux à Paris, mais sur les quatre cofondatrices, il n'y en a que 3 qui vivent à Paris. Il n'y en a qu'une, qui vit à Paris. Moi, j'habite à Marseille. Il y en a une qui vit à Lille, une autre à Rennes. Dans l'équipe aussi opérationnelle, les iconos, il y en a une qui vit à Toulouse. On a une maquettiste qui est à Lyon. Donc, et ensuite, sur l'incarnation, je pense que c'est vrai que ça fait partie aussi... je dirais d'une approche féministe, c'est-à-dire que si vous voulez, le média, il est né comme ça. Il est né avec l'addition de ces 4 approches, 4 volontés. Et donc, pour l'instant, en tout cas, on continue à l'incarner à 4, avec chacune nos spécificités. Et moi, je trouve ça très bien comme ça. Très bien. On va parler un peu pour le coup, la plus, peut-être un peu... non pas business, l'entreprise, le développement de l'entreprise La Déferlante. Il y a quelques mois, vous avez reçu une subvention du fonds pour la presse libre, dirigée par Charlotte
Lavreul, que j'avais reçu à ce micro d'ailleurs, et donc qui aide les médias indépendants. C'est quoi les chantiers que cette subvention va vous permettre de mener à bien? Et là, l'idée, ce que je voudrais voir, c'est comment en fait tu passes d'un projet militant à la base, vous n'aviez pas forcément d'expérience entrepreneuriale, à comment tu passes à l'étape d'après et justement de penser un peu business. Alors le FPL, nous on a proposé un projet qui consistait à mettre en place un écosystème digital qui nous permette de renforcer en fait notre marketing direct et notre dialogue avec notre communauté. On a un média qui est vraiment très affinitaire, comme je disais tout à l'heure. On a un service client, disons, qui est externalisé, et nous, on a une communication avec notre communauté qui se fait surtout sur les réseaux sociaux. On avait la volonté de davantage l'internaliser, de pouvoir être vraiment plus dans le dialogue, à la fois sur les questions purement d'abonnement, mais aussi sur tout le volet éditorial, c'est-à-dire de pouvoir faire remonter des envies, des idées, de pouvoir faire participer davantage en fait notre communauté à notre ligne éditoriale d'une certaine manière. C'est aussi, ça s'inscrit dans une volonté d'une certaine forme d'horizontalité aussi avec notre lectorat. On ne souhaite pas être en surplomb. Donc l'idée c'était de créer, on voudrait créer vraiment un outil qu'on pourrait utiliser notamment pour ça, vraiment pour favoriser le dialogue avec nos lectrices. Ouais, tout à fait. Écoute, et ensuite, pour répondre à la deuxième partie de la question sur comment on devient... Comment on passe du mode artisanal à un mode vraiment business. Ouais. Parce que ça, c'est intéressant, tu vois, de comprendre. Vous avez un beau succès, ça va très vite, ça démarre très vite. Et comment tu transformes ça en entreprise. Alors, vous êtes une entreprise depuis le jour 1, mais tu vois, cette notion un peu de structuration. Nous, en fait, on a vraiment commencé pas à pas, avec beaucoup de prudence. Notre premier réflexe, quand on s'est dit qu'on y allait, ça a été vraiment de prendre un maximum d'informations auprès de nos pairs, auprès de créateurs. Je dis créateurs parce que ce sont souvent des hommes qui créent des médias, donc on est allé voir plein de monde. On est allé voir des journalistes, des créateurs de médias, on est allé voir des chercheuses qui ont réfléchi aussi à ces questions-là. On s'est beaucoup renseigné, donc ça a été une manière aussi de prendre des premiers conseils. Et ensuite, comment on arrive à un projet qui est plus structuré. Je pense que ce qui a été fondamental aussi pour nous, c'est le premier accompagnement, ça a été celui de KissKissBankBank. Parce que c'est aussi bénéficier d'une certaine manière d'un savoir-faire sur ils aident beaucoup, ils aident beaucoup les projets sur médias, l'accompagnement des médias indépendants. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, une plateforme comme KissKissBankBank ou Ulule ont permis à énormément de médias indépendants d'émerger. Et il y a vraiment quand même ce truc qui est très démocratique. Comme je disais tout à l'heure, aucune de nous n'avait capital caché sous l'oreiller. Et non, mais vraiment, il y a vraiment une question. On est sur des choses purement matérielles. Comment on fait quand on n'a pas de trésorerie pour lancer un média? C'est une vraie question. Et quand même, le moyen, c'est de passer par ces plateformes-là qui sont en plus... ce qui est formidable, c'est que ça permet de tester aussi. Oui, et puis d'avoir ta première communauté, les engager, de tester, Exactement. Comme tu dis. Et donc, ce premier accompagnement, il nous a permis aussi de prendre des décisions, de se dire par exemple, que c'était important de commencer aussi à structurer d'une certaine manière notre communauté à travers la newsletter, à travers les réseaux sociaux, que c'était quelque chose qui était très important, que tout le volet communication, il est fondamental. C'est aussi ce qui nous assure cette forme d'indépendance. Et ensuite, faire appel à des compétences en fait que nous on n'avait pas. Donc avec aussi cette humilité-là, on est effectivement, on apprend en faisant, mais au départ on n'était pas entrepreneuse. Aucune de nous, je pense, n'avait forcément envisagé ça au départ. Et donc c'est vraiment s'adosser à des gens qui ont les compétences. On a été accompagné aussi par un studio qui s'appelle Médiane, qui a été fondamental pour nous. Marine Doux, Absolument, qu'on salue ici, et qui nous ont
fait notre premier site, ce qui a suivi après la campagne de financement participatif. Ça nous a permis aussi tout de suite vraiment de nous structurer. On a été accompagnés aussi on a eu la chance de gagner une bourse qui nous permettait d'accompagner des jeunes créatrices de médias, donc de monter en compétence aussi sur tout l'aspect budgétaire. Donc tout ça mis bout à bout fait que finalement on perd un peu de candeur et c'est très bien et on prend des bons réflexes et on gagne en compétences et ce qui n'empêche pas évidemment parfois on peut faire des erreurs etc, mais en tout cas d'avancer sereinement en étant accompagné. Ouais, s'il faut se faire accompagner, ça c'est évidemment important. Est-ce qu'il y a des pain points, des choses qui sont compliquées, qui vous empêchent d'avancer, et que justement par des recrutements, de l'accompagnement, mais tu as identifié des choses que vous n'aviez pas forcément au début ? Moi, ce qui me vient là en premier, là, je dirais que c'est la conjoncture. Enfin, il y a quelque chose qui est très prégnant, c'est l'augmentation du prix du papier. C'est assez, c'est pour le cas pour beaucoup de médias. Ouais. On a dû faire des choix qui a été de baisser la pagination, notamment. On a enlevé 16 pages. Au tout début, la revue faisait 160 pages. On a baissé la pagination. Là, on va aussi baisser le grammage pour l'année prochaine, pour le prochain numéro. Parce que c'est un moyen on ne voulait pas augmenter le prix. Voilà, exactement. Donc, ça fait partie des choses qu'on n'avait pas anticipées, évidemment. Enfin, quand on se lance dans un média papier, on est aussi tributaire de la conjoncture économique. Et après, il y a évidemment, quand on est dans un projet entrepreneurial, il y a toujours plein de questions qui se posent. Il y a la question, effectivement, du recrutement, du management, comment réussir aussi à avoir un management qui se veut être en adéquation aussi avec nos valeurs. Ça nous fait nous poser plein de questions, déconstruire aussi nous-mêmes nos approches, et c'est passionnant. Mais ça c'est intéressant parce que tu vois, il y avait eu, je vais pas dire l'affaire, c'est pas l'affaire, mais il y a eu pas mal de médias où il y a eu des problèmes de burn-out, justement des médias féministes, on va pas les citer, mais et alors pour les connaître de l'intérieur, c'est ce que tu dis, en fait tu démarres un projet féministe avec une certaine candeur et en fait t'es rattrapé à un moment donné par la réalité d'un business, d'un management, t'as des gens que tu manages, c'est compliqué de passer de l'un à l'autre. Moi, je pense qu'en fait, c'est le cas pour tous les médias. Je pense qu'il y a beaucoup de médias qui sont créés par des journalistes et les journalistes n'ont pas de formation en management. Et là, voire en économie des médias. Oui, voilà. Et en fait, c'est un art, c'est une science, ça s'apprend. Nous, on voudrait se former là-dessus, c'est important. Enfin, c'est quelque chose qu'on prend très au sérieux. On a sûrement fait des erreurs à un moment donné. On en fera peut-être plus tard. On n'est jamais à l'abri, mais je pense qu'il faut avancer là-dessus avec beaucoup d'humilité. On essaye, nous, d'être aussi très transparente au maximum, mais on a aussi ça à améliorer, de davantage communiquer avec nos équipes. On coordonne, il y a beaucoup de gens en fait qui sont autour de la table finalement, et il faut être attentif vraiment aux alertes, aux besoins. Et moi j'ai pas de recette magique. Mais je crois pas qu'il y en ait. Tu vois. Mais et j'ai l'impression qu'en plus dans un média féministe, forcément tu recrutes des personnes qui sont probablement aussi militantes, peut-être jeunes, et qui parfois peuvent, je sais pas, confondre la cause et le fait que ce soit un travail. Alors c'était un peu mon analyse, tu vois, forcément quand tu recrutes quelqu'un, je sais pas, sur un sujet de sport ou un truc très information générale qui a 40 ans, c'est un boulot. Quand tu démarres, c'est ton premier taf et que t'as 25 ans et que tu rejoins un média féministe, un truc un peu idéal, et t'es rattrapé aussi peut-être à un moment donné par le fait que il y a de la subordination, t'es payé, etc. Je revenais un peu sur le truc qui explique aussi que ce soit plus explosif comme situation que dans une entreprise classique, le fait que tu sois sur un thème militant. Je sais pas si tu partages c'est compliqué parce que je pense qu'en fait, parfois on a aussi tendance à pointer en particulier l'incohérence entre une valeur brandie en tant qu'une valeur, une ligne éditoriale, et après comment ça se passe en interne. Mais en fait, je crois que dans tous les médias et dans toutes les structures, il peut y avoir aussi une grande violence, dont on va pas forcément parler. Donc pour moi, c'est compliqué de me positionner là-dessus. Je pense que, en tout cas, ce qui me paraît fondamental, c'est que c'est très important de se former, d'être très attentif, d'être à l'écoute. Nous, on a aussi quand même dès le début
avec la Déferlante, voulu faire un média, je dirais, professionnel. Il n'y a pas de bénévoles. Les gens sont payés. On a une grille tarifaire qu'on a mis au point aussi avec un des collectifs de pigistes pour proposer une double tarification. C'est-à-dire les gens qui sont en poste, qui sont déjà en CDI et qui collaborent sont un petit peu moins bien payés que les indépendants. C'est une manière de favoriser aussi les personnes qui sont plus précaires. Donc je pense que voilà, la moindre des choses, c'est de commencer par respecter le droit du travail, de payer les gens pour le travail qu'ils font, quoi. C'est clair, mais c'est bien de le rappeler, c'est bien de communiquer, et effectivement ça empêche, tu peux faire des erreurs, mais si tu l'as dit, il faut de la formation, il faut de l'accompagnement, et quand ça va vite comme ça, la réussite entre guillemets, ça peut être parfois compliqué. On en a un peu parlé, marketing et acquisition, évidemment c'est un peu le nerf de la guerre dans les médias, connaître son audience. Est-ce que vous traquez de la data, alors pas dans le sens négatif, un tracker cookie, mais est-ce que vous collectez la data qui vous aide justement dans la stratégie marketing, dans l'acquisition ? Nous, on utilise en fait des outils d'analyse classiques pour mesurer notre audience et les volumes de vente notamment, enfin le chiffre d'affaires qu'on fait sur notre boutique en ligne, donc c'est Google Analytics et Météorique, qui sont des outils classiques. En fait, on a une analyse aujourd'hui quasi quotidienne de notre audience. Ça nous permet de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas, d'anticiper éventuellement, de voir quelles pistes privilégier, mais on n'utilise pas la data par exemple pour piloter notre ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'algorithme qui te dit de tel sujet personnalisation, marche, c'est ça, des contenus qui seraient basés sur le profil des utilisatrices. Ça non, pour l'instant on le laisse aux GAFAM. Et puis bien sûr on suit scrupuleusement les règles RGPD de protection des données personnelles recommandées par la CNIL. Je ne sais pas si c'était ça la question. Si, c'est justement essayer de comprendre, puisque, toujours dans ce truc de dire passer d'un projet au début artisanal à quelque chose d'un peu plus structuré, à quel point est-ce que on sait l'importance de la data, de bien la collecter, bien la lire, qui peut t'orienter effectivement non pas sur les choix éditoriaux, mais sur l'acquisition, la transformation, comment une lectrice à la newsletter, on sait qu'elle ouvre ou pas la newsletter, et si elle l'ouvre régulièrement, lui pusher une offre d'abonnement, tu vois. Tout à fait. On a ces outils-là, effectivement. C'est quelque chose qui est fondamental pour nous parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a 2/3 de notre chiffre d'affaires qui repose sur le marketing direct. On a embauché donc une directrice du marketing depuis quelques mois qui est arrivée en juin, Déborah Benzimra, qui venait de Télérama et qui, là-dessus, est effectivement très attentive à avoir des outils de reporting très précis qui nous permet effectivement de mieux connaître notre base d'abonnés. Et donc ça, c'est très très important. Ouais. Et tu disais, il y a un peu de deux publics, et ceux qui viennent plutôt des réseaux sociaux et ceux qui achètent en librairie, donc deux générations. Est-ce que vous avez des stratégies d'acquisition adaptées ? Alors celles qui sont en librairie, j'imagine que vous avez du mal peut-être à leur parler parce qu'en fait, tu les connais pas bien quelque part, tu n'as pas leur mail, etc. Est-ce que tu as des incitatifs dans le magazine à s'inscrire à la newsletter, à se connecter pour justement essayer de les connaître Absolument. On ne peut pas les suivre, les traquer comme tu disais. C'est ça qui est compliqué. Mais effectivement, dans la revue, on a une présentation de notre newsletter avec un QR code qui permet aux lectrices potentiellement de pouvoir s'abonner très facilement à la newsletter. On a un encart d'abonnement aussi qui présente nos offres d'abonnement. Et ensuite, on ne segmente pas vraiment notre audience. Enfin, disons que on a des offres éditoriales et d'abonnement qui sont différenciées. Par exemple, on a une offre d'abonnement pour les personnes précaires et les étudiants. Donc, mais en fait, on a un public qui nous suit vraiment, qui est très engagé sur les réseaux sociaux, sur la newsletter. Donc, on peut vraiment effectivement être en dialogue avec eux. Mais c'est vrai que sur sur la segmentation, la librairie, et c'est aussi pour ça que c'est très important pour nous d'aller faire des rencontres en librairie. Parce que là, pour le coup, on est vraiment en dialogue direct avec des personnes qui nous ont connus par la librairie. Donc ça, c'est très important. Mais pour le coup, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus informel, quoi. Ouais. Clairement. Je reviens sur les réseaux sociaux parce que je pourrais le dire un peu aussi le fil quelque part. Est-ce que sur Facebook, vous faites une ligne édito un peu différente ? Vous êtes sur Facebook aussi ? Ouais.
Et forcément, c'est pas le même public entre Insta. Je sais pas si vous êtes sur TikTok. Je suis pas allé regarder. N'ayant pas TikTok, mais est-ce que tu vois, vous avez fait des choses différentes sur Facebook que sur Insta, par exemple, parce que tu t'adresses clairement là, pour le coup, peut-être à tes deux publics différents. Tout à fait. On est aussi sur Twitter. On n'a pas tout à fait la même offre éditoriale, disons, sur ces 3 réseaux sociaux. On n'est pas encore sur TikTok, mais ça fait partie des choses auxquelles on réfléchit. Je pense qu'il faut, pour un média comme le nôtre, on en a parlé tout à l'heure, on a un lectorat qui est jeune, pouvoir s'adapter aussi aux usages de nos lectrices, de nos lecteurs. Nous, ce qu'on aimerait aussi à terme, ce serait de développer une offre 100% digitale, qui serait aussi moins chère, disons, avec des contenus vraiment purement digitaux. Je pense qu'il faudrait qu'on aille aussi vers des contenus vidéo. On réfléchit à tout ça. C'est pas là tout de suite demain, mais en tout cas dans les pistes de développement, ça fait partie c'est transformer le média, des chantiers qui sont devant nous. Ouais. C'est des beaux chantiers, ça. Tu t'en parlais, vous faites des rencontres physiques, des événements, donc ça c'est évidemment très cool, même d'un point de vue modèle, parce que c'est des choses qui sont gratuites pour tout le monde. C'est des événements gratuits dans les librairies, que vous faites des partenariats avec eux. Quel bilan tu tires un peu de ces rencontres? Alors tu l'as dit, ça permet déjà de faire connaître la revue, mais qu'est-ce que tu en tires d'autre de ces événements? En fait, les rencontres physiques, c'est vraiment un levier extrêmement puissant, je trouve, à plusieurs points de vue, vraiment de connaissance, de notoriété aussi. Enfin, c'est vraiment important pour nous. C'est-à-dire, et je dirais que, alors, sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, la recommandation, la recommandation et la prescription, elle a été fondamentale au début de la déferlante. Quand on a lancé notre campagne de financement participatif, c'était aussi une des surprises à quel point les communautés féministes étaient très structurées sur les réseaux sociaux, et donc on nous a recommandé, on nous a prescrites. C'est ce qui a fait qu'on a fait une campagne particulièrement réussie. On avait plus de 10 000 préventes. Enfin, c'était même de mémoire de Kiss Kiss, c'était sur une campagne. C'est assez énorme. C'était vraiment. Et après, donc il y a les réseaux sociaux, mais les librairies contribuent aussi énormément à diffuser, à mettre en avant la déferlante. Le fait aussi qu'il y a une forme de validation quelque part aussi quand un libraire met la déferlante sur à côté de sa caisse et la présente, c'est hyper important. Et après, effectivement, quand on organise vraiment des événements et qu'on rencontre notre lectorat, on peut discuter de, par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rubrique? Est-ce que ça, ce type de sujet, ça vous a intéressé? Oui, non? Et puis vraiment avoir aussi un dialogue, que je parlais tout à l'heure d'une forme d'horizontalité. On nous pose beaucoup de questions sur la manière dont on fabrique la revue, comment on pense nos sujets, comment on les construit, comment on va chercher telle ou telle personnalité pour les rencontres, etc. Et moi, je trouve que c'est très, très riche aussi. Ça nous donne énormément d'informations. C'est aussi ce qui nous permet de sentir des sujets. Enfin, il y a parfois des sujets qu'on décide après une rencontre en librairie, parce qu'on s'est rendu compte que tout d'un coup, il y avait pas mal de questions sur tel ou tel sujet. Et c'est t'es sur le terrain, en fait. Ouais, exactement. Absolument. Ouais. Et c'est compliqué à organiser? Enfin, tu t'appelles, juste par curiosité, je me mets à la place d'un autre média qui se dirait, tiens, c'est intéressant. Tu contactes les librairies, ils sont ravis de vous. C'est quoi, ça dure 1 heure ou 2? T'as un bout de stand, les gens viennent, c'est annoncé quelques jours avant par des écriteaux? Exactement, je dirais que c'est plutôt les librairies qui nous contactent. Ouais. On est très sollicités. Il y a plein de librairies qui souhaitent avoir des fondatrices de la déferlante, de faire parler de la déferlante. Donc je reviens sur ce point qui est très important, parce que ça signe aussi que on a un lectorat, comme je disais, très engagé sur les réseaux sociaux, mais en fait en librairie aussi, quoi. C'est vraiment ça qui nous frappe à chaque fois. Et donc c'est ça, effectivement, on est invité par des librairies qui annoncent la venue d'une membre de l'équipe. Et c'est une discussion où les lectrices, on se met tous
se mettre sur des chaises, on discute, et puis c'est vraiment des échanges qui sont importants, qui se prolongent aussi après autour d'un verre, de manière plus informelle. Et donc c'est ça, c'est vraiment un dialogue en direct. Et puis souvent c'est une libraire aussi qui va nous poser des questions, qui va aussi raconter aussi pourquoi la revue l'a interpellée. Et donc on répond à tout un tas de questions. Puis ensuite c'est les lectrices qui nous abordent, qui nous posent des questions. C'est chouette ça. Très intéressant. Ouais, ne serait-ce pour ce que tu disais, pour s'alimenter, être tout le temps, pas rester dans cette tour d'ivoire quelque part et avoir des vrais sujets quoi, du terrain. Donc ça c'est quand même un truc bien qui fonctionne, que d'autres peuvent faire. Alors c'est pas toujours évident, vous êtes quand même sur un truc militant, donc j'imagine que les libraires sont ravis aussi quelque part de pousser un peu la revue, etc., qu'ils le feraient pas forcément sur un magazine lifestyle qui parlerait de yacht par exemple. Il y a ça, et il y a aussi le fait, je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'il y a une place importante dans la revue qui est dédiée aux écritures contemporaines, aux écrivaines. Il y a des autrices qui écrivent dans la revue, on offre des cartes blanches. Donc il y a aussi le fait que il y a le côté littérature et essai aussi. Il y a comme je disais tout à l'heure, on donne la parole à des sociologues, on fait écrire des chercheuses, et parfois ça prolonge aussi des essais qu'on peut trouver en librairie par ailleurs, ou des questions qui peuvent se poser. Je pense par exemple, j'avais eu une discussion justement avec une libraire qui me disait que dans le premier numéro de La Déferlante, on avait publié un portrait d'une écrivaine et théoricienne qui s'appelle Monique Wittig, et elle m'expliquait que en fait cet article-là, d'une certaine manière, il avait été un peu prescripteur, et que elle, ça l'avait amené à commander aussi. Il y a pas mal d'essais qui sont sortis par la suite sur Monique Wittig, et que ça crée aussi une circulation en fait entre la revue et d'autres titres, d'autres livres. Donc c'est aussi ça c'est chouette ça. Ouais. C'est aussi une belle histoire qui montre quand même que ça a du sens et que ça rejoint un peu tous les univers. Sur le futur, on voit quand même le féminisme c'est un peu mainstreamisé, donc néologisme au passage. Tu vois, donc tu parlais des podcasts, La Poudre, Les Coups sur la table, mais aussi les newsletters de Titu Lecoq ou Lucie Ronfaux. Comment tu vois cette offre édito indépendante et féministe évoluer dans les prochaines années ? Alors moi, je pense que les médias indépendants féministes ont intérêt, en tout cas, à consolider leur indépendance. Et quand je dis une indépendance, c'est une indépendance à la fois éditoriale, mais aussi financière. Et face aux plateformes, face aux réseaux sociaux, et même les plateformes dont je parlais tout à l'heure, de financement participatif, qui ont aidé plein de médias à se lancer. Il y a pas mal de médias aujourd'hui qui font régulièrement des campagnes à chaque sortie de hors-série, etc. C'est très très bien, mais ça a aussi des limites. C'est qu'on est obligé toujours d'avoir une aide extérieure, et moi je pense que c'est très très important que les médias valorisent la relation avec leur communauté de lectrices. Donc ça, c'est de manière plus pérenne, tu veux dire. Exactement, et en étant totalement autonome, c'est de vraiment, c'est ce que nous on essaye de faire au maximum, de favoriser cette indépendance-là. Après, le deuxième point, moi j'ai l'impression quand même qu'effectivement, on peut que se réjouir du fait que, d'une certaine manière, ces sujets-là, les sujets de la question des violences sexistes et sexuelles, par exemple, les questions de genre, la question du consentement, etc., les féminicides, soient aujourd'hui traités dans des médias, comme tu dis, mainstream ou grand public. On peut que s'en réjouir. Moi, je pense que ce que les médias indépendants ont à apporter aussi, c'est d'affermir, d'assumer une forme aussi de positionnement, d'engagement, de radicalité peut-être, parce que c'est aussi leur rôle. Nous, on a la possibilité peut-être, on a cette chance de pas être obligé de faire d'être consensuel. Enfin, on a cette chance-là que n'ont pas forcément des grands médias qui sont soumis à plein d'autres contraintes qui sont pas les nôtres.
Mais pour toi, tant qu'ils en parlent, c'est bien, même s'ils n'auront jamais cette radicalité, etc. Tu trouves, ça ne t'énerve pas de voir des fois des grands groupes qui lancent des verticales féministes parce que c'est dans l'air du temps et que, comme du greenwashing, je sais pas, il y a du féminisme washing. Ouais. Bah oui, bah si, ça, l'opportunisme forcément me gêne un peu, mais par exemple, je sais pas, mais Libé a sorti il y a déjà un petit moment sa newsletter sur les questions de genre. Le Monde et Libé ont été parmi les premiers titres à vraiment s'emparer de la question des féminicides, à faire des enquêtes de fond. Honnêtement, le travail était excellent. Moi, je peux que me réjouir de ça. Et je pense que ce qui est important aussi dans un paysage éditorial, c'est l'addition des différentes approches. Je pense pas que ça s'annule, ça se complète. Et nous, ce qu'on peut apporter aussi en tant que média indépendant, c'est peut-être justement de pouvoir aller encore plus loin. Ça nous oblige aussi à nous repositionner, et c'est très bien de peut-être proposer des approches encore plus originales, donner la parole à des voix qu'on n'entend pas dans d'autres médias. Je pense que c'est vraiment notre rôle. D'apporter vraiment quelque chose de spécifique et je trouve que c'est plutôt sain aussi, je trouve ça intéressant le challenge aussi que ça représente pour les médias indépendants, quels qu'ils soient, les médias féministes en général, mais il y a en fait il y a vraiment de quoi faire, il y a beaucoup de thèmes, de sujets à aborder, donc moi, plus on en parle, mieux c'est. Donc, si ça s'est fait de manière intéressante et intelligente, je pense qu'il faut s'en réjouir. Bon, je pense que c'est la bonne réponse, évidemment. Et il y aura de la place, il y a beaucoup de travail, comme tu l'as dit, de toute façon. Donc, ça ne va pas forcément venir sur vos plates-bandes, entre guillemets. Et on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, ou un sujet qu'on n'a pas évoqué, que tu veux dire Alors, il y a quelque chose dont je voudrais parler, c'est qu'on voudrait, nous, évoquer nos pistes de diversification, parce que c'est un sujet qui est hyper important pour nous. L'année prochaine, la Déferlante va devenir aussi la Déferlante Édition. On va sortir des livres, on va publier des livres. Ça, c'est un projet qui est très, très important pour nous. Et donc, en printemps prochain, on va sortir notre premier livre qui sera un récit par Tal Madesta, qui est chroniqueur dans La Déferlante, qui est un militant trans qui va raconter sa condition d'homme trans avec le talent qu'on lui connaît pour celles et ceux qui ont la chance de le lire. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est important aussi pour nous, c'est qu'à partir du 14 novembre, on lance une grande campagne d'abonnement avec la possibilité, avec des super cadeaux pour ceux qui s'abonnent et ceux qui offrent La Déferlante, avec une magnifique affiche que tout le monde, j'espère, aura envie d'avoir chez soi, et des stickers avec des slogans et des citations féministes à pouvoir coller un peu partout. Un peu partout dans la rue pour... Ouais, c'est très important. Enfin, comme je le disais, l'abonnement, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous. Et puis, c'est ce qui va nous permettre de continuer à faire déferler le féminisme. Eh bien, écoute, on relaiera cette campagne dans la newsletter de Mediarama. J'essaie d'en parler aussi le maximum. Donc, tu dis le 14 novembre. 14 novembre. Alors, quand l'épisode sera sorti, ce sera déjà fait, mais je l'aurai relayé dans les prochains jours. Donc, normalement, ceux qui écoutent et nous suivent, vous aurez vu passer ça avant la diffusion de cet épisode. Et oui, c'était ma faute de ne pas t'interroger sur la diversification. C'est souvent des sujets que j'aborde. Et puis là, je suis passé à côté, mais c'est bien de le dire. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? J'aime bien terminer. Alors, pas forcément, j'imagine que le prochain magazine sera très cool, mais ça, on l'a déjà dit. Est-ce que tu as un truc que tu as vu, une série, un podcast, un livre, un site, un bâtiment, une expo, ce que tu veux? Je suis un peu prise au dépourvu, mais non, en fait, oui, je pourrais parler d'un livre qui m'a beaucoup touchée, que je viens de finir, qui est le livre de Lola Lafont, Quand tu écouteras cette chanson, où elle s'empare de la figure d'Anne Frank. Et elle a passé une nuit au musée d'Anne Frank, et c'est un livre qui raconte toute la manière, en fait, dont cette adolescente, son écrit a été, et sa mémoire, en fait, a été un peu pillé d'une certaine manière, et on n'a pas pris au sérieux les velléités d'écrivaine de cette jeune fille. On a un peu édulcoré aussi son message. Il y a son livre qui a été réadapté en pièce de théâtre à Broadway, où on faisait à peine mention de la Shoah.
Et en fait, Lola Lafont, on a eu la chance de l'interviewer. Elle est en dialogue avec Vanessa Springora dans le précédent numéro de La Déferlante, et c'est quelqu'un que je trouve passionnante et très intéressante à lire. Bon, écoute, je mettrai un lien vers le livre, donc c'est quand tu écouteras cette chanson. C'est ça. Top. Merci Lucie. Merci François. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je n'en doute pas, puisque c'était plutôt cool. Et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.